L'année 1609 marqua à jamais les terres basques d'une cicatrice invisible, gravée dans la mémoire collective comme un fer rouge sur la peau. Dans la petite commune de Zugarramurdi, nichée entre les collines verdoyantes des Pyrénées navarraises, l'automne était arrivé avec une brutalité inhabituelle. Les feuilles des chênes centenaires se détachaient prématurément, tombant comme des larmes dorées sur un sol qui semblait absorber chaque goutte de lumière. Pierre Mendizabal, inquisiteur de la Sainte Inquisition espagnole, observait le village depuis la fenêtre de sa chambre d'auberge. Son visage anguleux, marqué par des années de zèle religieux, reflétait une satisfaction froide. À 38 ans, cet homme originaire de Pamplona avait consacré sa vie à la purification des terres chrétiennes, traquant sans relâche ceux qu'il considérait comme les serviteurs du démon. « Seigneur Mendizabal », murmura son assistant, Domingo Echeverria, un jeune clerc aux yeux inquiets. « Les villageois commencent à parler. Ils disent que les femmes se réunissent dans la caverne près du ruisseau de l'enfer. » L'inquisiteur se tourna lentement, ses yeux noirs fixant son subordonné avec une intensité glaçante. « Et que font-elles, selon ces braves gens ? Ils parlent de rituels étranges, de danses nocturnes, de pactes avec le diable. » Domingo baissa la voix, comme si prononcer ces mots pouvait attirer le mal sur lui. Un sourire cruel étira les lèvres de Mendizabal. Il avait attendu ce moment depuis des semaines. Les témoignages s'accumulaient, les accusations se précisaient, et bientôt, il pourrait agir. Dans une modeste maison de pierre, aux volets de bois peints en rouge basque, Graciana de Iriart préparait le dîner pour sa famille. Cette femme de 43 ans, aux cheveux bruns striés de gris et aux mains rugueuses par le travail, était respectée dans le village pour ses connaissances en herboristerie. Depuis la mort de sa mère, elle avait hérité de recettes ancestrales pour soigner les maux quotidiens. Infusion pour les fièvres, cataplasme pour les blessures, onguent pour soulager les douleurs articulaires. « Amama » appela sa fille Maria, une jeune femme de 20 ans aux yeux verts perçants. Les voisines parlent encore de ces rumeurs stupides. Elles disent que vous et les autres femmes... « Chut, ma fille !» l'interrompit Graciana, jetant un regard nerveux vers la porte. « Les murs ont des oreilles ces temps-ci. » Mais Maria n'était pas du genre à se laisser intimider. Pourquoi ont-ils si peur de femmes qui se retrouvent pour parler de plantes et de remèdes? Nos grands-mères faisaient la même chose depuis des générations. Graciana posa sa main fatiguée sur l'épaule de sa fille. Elle savait que Maria avait raison, mais elle sentait aussi que quelque chose d'obscur approchait. Les regards des villageois avaient changé, les murmures s'intensifiaient, et la présence des hommes de l'Inquisition ne présageait rien de bon. Cette nuit-là, comme beaucoup d'autres depuis des mois, un petit groupe de femmes se rassembla près de la grotte connue sous le nom d'Infernuco Ereka, le ruisseau de l'enfer. Graciana était accompagnée de ses amies, Catalina de Irigoyen, une sage-femme respectée, Inès de Galareta, veuve depuis peu et herboriste talentueuse, et Marina de Dindart, une jeune mère qui cherchait des remèdes pour son enfant malade. La caverne s'ouvrait comme une bouche béante dans la colline, ses parois humides reflétant la lumière vacillante de leurs torches. Le ruisseau qui coulait à travers la grotte émettait un murmure constant, presque hypnotique, qui avait donné son nom sinistre au lieu. « Nous devons être prudentes », chuchota Catalina, ses cheveux gris tirés en arrière, révélant un visage marqué par l'inquiétude. « J'ai vu des hommes rôder près du village. Ils portent les robes noires de l'Inquisition. » Les femmes échangèrent des regards inquiets. Elles savaient toutes ce que cela signifiait. L'Inquisition espagnole, dans sa quête fanatique de pureté religieuse, avait récemment intensifié sa chasse aux sorcières dans toute la région. « Nous ne faisons rien de mal », affirma Inès, sa voix tremblante trahissant sa peur. « Nous préparons des remèdes, nous partageons nos connaissances, nos mères et nos grands-mères ont fait la même chose. » Graciana hocha la tête, mais son cœur battait plus fort. Elle savait que l'innocence de leurs intentions ne les protégerait pas de la paranoïa et de la cruauté des hommes qui les traquaient. Cette nuit-là, elle ne savait pas qu'elles étaient observées. Cachés dans les buissons, 2 espions de Mendizabal prenaient note de chaque geste, de chaque parole. Pour ces hommes,
Conditionnés par des années de propagande religieuse, voir des femmes se rassembler la nuit dans une caverne ne pouvait signifier qu'une chose, un sabbat de sorcières. Le lendemain matin, l'inquisiteur convoqua les autorités locales. Dans la petite église de Zugarramurdi, devant l'autel orné d'un Christ en bois sculpté, Mendizabal exposa ses accusations avec la précision d'un anatomiste disséquant un cadavre. « Mes frères, déclara-t-il, sa voix résonnant sous les voûtes de pierre, nous avons découvert un nid de vipères dans votre communauté. Ces femmes que vous croyiez pieuses sont en réalité les servantes du démon. Elles se rassemblent dans la caverne maudite pour accomplir leur rituel blasphématoire. Don Miguel de Urdanis, l'alcalde du village, un homme corpulent aux joues rougeaudes, hocha la tête avec une gravité feinte. Il connaissait ces femmes depuis l'enfance, mais la peur de l'Inquisition était plus forte que toute loyauté personnelle. « Que suggérez-vous, Seigneur Mendizabal ?» demanda-t-il, sa voix trahissant son malaise. « L'arrestation immédiate. Nous commencerons par les meneuses, Graciana de Iriarte, Catalina de Irigoyen et les autres. Elles seront interrogées selon les méthodes appropriées. » Le père Esteban Larrea, le curé local, un homme âgé aux yeux fatigués, tenta une timide intervention. « Seigneur inquisiteur, ces femmes sont connues pour leur piété. Elles viennent régulièrement à la messe, elles. » Le regard de Mendizabal se durcit. « Père Larrea, la ruse du diable est subtile. Plus elles paraissent pieuses, plus leur trahison est grande. N'oubliez pas que Satan lui-même était un ange avant sa chute. » L'arrestation eut lieu à l'aube du 2 novembre 1609, jour des morts. L'ironie de la date n'échappa à personne. Graciana fut arrachée de son lit par 4 hommes en armes, sous les cris terrifiés de sa fille Maria. Le village entier assista, silencieux et honteux, à cette rafle qui brisait des familles et détruisait des vies. « Vous commettez une erreur terrible !» cria Graciana tandis qu'on l'emmenait, ses poignets liés par des cordes rugueuses. « Nous ne sommes que des femmes qui soignent leurs semblables. » Mais ces protestations se perdirent dans le vent froid de novembre. Les autres femmes furent arrêtées une à une. Catalina, arrachée à ses petits-enfants, Inès, surprise, en train de cueillir des herbes médicinales, Marina, séparée de son enfant malade. En prison, dans les cachots humides du château de Pamplona, les femmes furent interrogées avec une cruauté méthodique. Mendizabal utilisait toutes les techniques approuvées par l'Inquisition. La privation de sommeil, les questions répétitives, les menaces contre leur famille, et parfois la torture physique. « Avouez vos crimes !» répétait-il inlassablement à Graciana, attachée sur une chaise de bois dans une cellule sans fenêtre. « Avouez votre pacte avec le démon, et votre souffrance prendra fin. » Graciana, le visage tuméfié par les coups, gardait une dignité farouche. « Je n'ai jamais fait de mal à personne. Mes remèdes ont sauvé des vies, soigné des malades. Si cela fait de moi une sorcière, alors toutes les mères de cette terre le sont. Votre obstination ne fait que confirmer votre culpabilité, » répondait froidement l'inquisiteur. « Le diable vous donne la force de résister, mais nous briserons cette résistance. » Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. Certaines femmes, brisées par la torture et la peur, finirent par avouer des crimes qu'elles n'avaient jamais commis, espérant naïvement que cela leur sauverait la vie. D'autres, comme Graciana, maintinrent leur innocence jusqu'au bout. Le procès fut une mascarade. Dans la grande salle du tribunal de Logroño, devant des juges au visage fermé, les femmes furent accusées de tous les maux imaginables. Pacte avec le diable, participation à des sabbats, empoisonnement, malédiction. Les témoignages étaient construits sur des rumeurs, des superstitions et des confessions extorquées sous la torture. « Graciana de Iriarte », déclara le juge principal, un homme sec aux yeux froids. « Vous êtes accusé de sorcellerie, d'hérésie et de commerce avec les forces du mal. Comment plaidez-vous » Graciana se leva péniblement, son corps amaigri par des mois de captivité. « Je plaide non coupable, votre honneur. Je suis une femme chrétienne qui a consacré sa vie à soigner son prochain. Si cela fait de moi une criminelle, alors votre justice est aveugle. » Un murmure parcourut l'assistance. Même dans ces circonstances, le courage de cette femme forçait le respect.
La sentence fut prononcée le 7 novembre 1610, exactement 1 an après les arrestations. 11 femmes furent condamnées à mort par le feu. 5 autres, déjà mortes sous la torture, virent leurs dépouilles exhumées pour être brûlées également, car même dans la mort, l'Inquisition ne leur accordait aucun repos. La veille de l'exécution, dans sa cellule glacée, Graciana reçut la visite surprise de sa fille Maria. La jeune femme avait réussi à corrompre un garde pour voir sa mère une dernière fois. « Ah, maman !» sanglota Maria, s'agenouillant devant les barreaux de la cellule. « Je suis désolée, je n'ai pas pu vous sauver. » Graciana tendit sa main à travers les barreaux pour caresser le visage de sa fille. « Ne pleure pas pour moi, ma chérie. Pleure pour ce monde qui a perdu sa raison, qui brûle la sagesse et appelle cela la justice. Que vais-je devenir sans vous? Tu vas vivre, répondit Graciana avec une force surprenante. Tu vas porter en toi tout ce que je t'ai enseigné, les recettes, les traditions, l'amour de la nature et le respect de la vie. Un jour, quand la folie se sera apaisée, tu transmettras tout cela à tes enfants. Maria serra la main de sa mère, gravant ce moment dans sa mémoire pour l'éternité. Le 8 novembre 1610, sur la place principale de Logroño, 11 bûchers furent dressés. La foule s'était rassemblée, certains par curiosité morbide, d'autres contraints par les autorités qui voulaient faire de cette exécution un exemple. Graciana monta sur l'échafaud avec une dignité qui impressionna même ses bourreaux. Attachée au poteau, entourée de fagots de bois sec, elle regarda la foule une dernière fois. Ses yeux trouvèrent ceux de sa fille, cachés parmi les spectateurs, et elle lui sourit. « Mes sœurs !» cria-t-elle soudain, sa voix portant par-dessus le murmure de la foule. « Nous mourrons innocentes, mais nous ne mourrons pas oubliées. Cette terre se souviendra de notre sang versé injustement. » Le père Larrea s'approcha d'elle, tenant un crucifix. « Ma fille, repentez-vous de vos péchés avant qu'il ne soit trop tard. » Graciana le regarda avec une tristesse infinie. « Mon père, le seul péché ici est celui de ceux qui nous tuent. Puisse Dieu leur pardonner, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quand les flammes commencèrent à lécher le bois, Graciana ferma les yeux et murmura une dernière prière. Mais ce n'était pas une prière de repentir ou de pardon. C'était quelque chose de plus ancien, de plus profond. Une invocation qui semblait venir des racines même de la terre. « Que notre sang devienne la semence de la vengeance », chuchota-t-elle, ces mots à peine audibles. « Que cette terre se souvienne, que ces pierres témoignent, que nos âmes ne trouvent pas le repos tant que justice ne sera pas rendue. » Les flammes montèrent, et avec elles, quelque chose d'imperceptible changea dans l'atmosphère de Zugarramurdi. Les oiseaux cessèrent de chanter, le vent se tut, et même les plus sceptiques parmi les spectateurs sentirent un frisson inexplicable parcourir leur échine. Loin de là, dans les montagnes du Jura français, une autre femme ressentit cette mort comme un coup de poignard dans le cœur. Élise Moreau, que les habitants des villages isolés appelaient « la sorcière », était une guérisseuse de renom, connue pour ses connaissances extraordinaires des plantes et de leurs propriétés. Grande et mince, avec des cheveux noirs comme l'ébène et des yeux d'un vert profond, elle vivait seule dans une cabane construite au bord d'un précipice, entourée par les forêts denses et les pics enneigés. Cette nuit-là, assise près de son feu, Élise sentit une présence familière s'évanouir brutalement. Elle ne connaissait pas Graciana personnellement, mais toutes deux partageaient quelque chose qui transcendait les frontières et les langues, une connexion profonde avec les forces anciennes de la nature, une compréhension intuitive des mystères de la vie et de la mort. « Elles l'ont tuée !» murmura-t-elle dans l'obscurité de sa cabane. « Elles ont tué la sagesse et l'ont appelée sorcellerie. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. » 2 ans s'étaient écoulés depuis les bûchers de Logroño, mais la fumée de cette tragédie semblait encore flotter dans l'air des Pyrénées. Dans les villages basques, les gens parlaient à voix basse de phénomènes étranges, des récoltes qui pourrissaient sans raison, du bétail qui mourrait mystérieusement, des enfants qui tombaient malades d'une fièvre que les médecins ne parvenaient pas à soigner. Maria de Hiriart, maintenant âgée de 22 ans, avait quitté Zugarramurdi peu après l'exécution de sa mère.
Elle ne supportait plus les regards de pitié et de suspicion des villageois, ni les remords qui rongeaient ceux qui n'avaient rien fait pour sauver les condamnés. Elle s'était installée dans un petit village de montagne près de Saint-Jean-Pied-de-Port, où personne ne connaissait son histoire. Mais elle n'avait pas oublié. Chaque nuit, elle rêvait de sa mère, entendait ses dernières paroles, sentait la chaleur des flammes. Et chaque matin, elle se réveillait avec une résolution plus forte. Elle préserverait la mémoire de ces femmes innocentes et transmettrait leur savoir à ceux qui en avaient besoin. Dans sa petite maison isolée, Maria avait reconstitué l'herboristerie de sa mère. Elle cultivait les mêmes plantes, préparait les mêmes remèdes, suivait les mêmes traditions ancestrales, mais elle le faisait en secret, car le souvenir de l'Inquisition était encore trop frais. Un matin de printemps 1612, un voyageur frappa à sa porte. C'était un homme d'une quarantaine d'années, aux vêtements poussiéreux et aux yeux fatigués. Il se présenta comme Jean-Baptiste Moreau, marchand de Besançon. « Mademoiselle, dit-il en français, avec un accent de l'Est, on m'a dit que vous pourriez soigner ma fille. Elle est très malade. » Maria hésita. Elle ne parlait que quelques mots de français, mais elle comprenait la détresse universelle d'un père inquiet. « Où est votre fille ?» demanda-t-elle dans son espagnol hésitant, mélangé de quelques mots français. « Dans les montagnes du Jura. Elle vit avec une femme qui la soigne, mais son état empire. On dit que cette femme est... » Il baissa la voix. « On dit qu'elle est sorcière. » Le cœur de Maria se serra. Ce mot, sorcière, résonnait encore douloureusement dans sa mémoire. « Votre fille, que lui arrive-t-il » Jean-Baptiste sembla hésiter. Elle ne parle plus. Elle reste immobile des heures entières, les yeux fixés sur le vide. Parfois, elle crie des choses terribles, comme si elle voyait des démons. Maria reconnut les symptômes. Sa mère lui avait parlé de ces maux de l'esprit qui frappaient parfois les jeunes gens sensibles, surtout après un choc ou un traumatisme. « Je vais venir avec vous », décida-t-elle impulsivement. « Si cette femme soigne votre fille, je peux peut-être l'aider. » Le voyage vers le Jura prit près de 2 semaines. Jean-Baptiste lui raconta son histoire en chemin. Sa fille unique, Marguerite, avait toujours été différente des autres enfants, plus sensible, plus intuitive, capable de deviner les pensées et les émotions des gens autour d'elle. Quand sa mère était morte d'une fièvre, 3 ans plus tôt, Marguerite avait sombré dans un état de prostration dont elle ne s'était jamais remise. Les médecins de Besançon ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire, expliqua Jean-Baptiste. C'est alors qu'un voyageur m'a parlé d'Élise. Il disait qu'elle vivait dans les montagnes, qu'elle avait des connaissances particulières. Et vous n'aviez pas peur qu'elle soit réellement une sorcière ? Jean-Baptiste soupira. Mademoiselle, quand votre enfant se meurt sous vos yeux, vous êtes prêt à faire appel au diable lui-même, si cela peut la sauver. Les montagnes du Jura se dressaient devant eux comme une barrière naturelle entre la France et la Suisse. Les forêts de sapins et d'épicéas s'étendaient à perte de vue, ponctuées de clairières où paissaient quelques vaches robustes. L'air était pur et froid, chargé de l'odeur de la résine et des fleurs sauvages. La cabane d'Élise se trouvait dans un endroit reculé, accessible seulement par un sentier étroit qui serpentait le long d'un ravin. Construite en bois et en pierre, elle semblait faire partie intégrante du paysage, comme si elle avait poussé naturellement entre les arbres. Élise les attendait sur le seuil. Grande et élégante malgré sa tenue simple, elle avait des cheveux noirs qui tombaient librement sur ses épaules et des yeux verts d'une intensité saisissante. Maria fut frappée par sa beauté, mais aussi par quelque chose de plus profond, une aura de sagesse et de mystère qui la rendait intimidante et fascinante à la fois. « Jean-Baptiste » dit Élise en français, sa voix mélodieuse résonnant dans la clairière, « vous avez amené une amie. Élise, voici Maria, elle vient du Pays basque. Elle connaît les plantes, comme vous. » Élise posa son regard sur Maria, et celle-ci eut l'impression d'être sondée jusqu'au fond de l'âme. Puis, à sa grande surprise, la femme lui adressa la parole en espagnol, avec un accent parfait. « Maria de Iriarte, fille de Graciana. J'ai ressenti sa mort il y a 2 ans. » Maria faillit s'évanouir. « Comment
Comment pouvez-vous savoir ça? Les âmes des justes crient plus fort que celles des méchants, répondit Élise simplement. Votre mère était une femme de bien. Sa mort a créé des ondulations que ceux qui savent écouter peuvent entendre. Elle les fit entrer dans sa cabane. L'intérieur était surprenant. Des étagères couvertes de bocaux contenant des herbes séchées, des racines, des poudres de toutes les couleurs. Des livres anciens étaient empilés dans tous les coins, certains écrits en latin, d'autres dans des langues que Maria ne reconnaissait pas. Au centre de la pièce, un grand fourneau diffusait une chaleur agréable et l'odeur d'une décoction complexe. Dans un coin, allongée sur un lit de fourrure, se trouvait Marguerite Moreau. La jeune fille, qui devait avoir 16 ans, était d'une pâleur extrême. Ses cheveux blonds étaient étalés sur l'oreiller comme un halo, et ses yeux bleus fixaient le plafond sans rien voir. « Elle est comme ça depuis qu'elle est arrivée ?» demanda Maria. « Non !» répondit Élise. « Au début, elle parlait. Elle me racontait ses visions, ses cauchemars. Elle voyait des flammes, entendait des cris. Elle parlait de femmes qui brûlaient, d'hommes en robe noire qui riaient. » Maria frissonna. Elle voyait les bûchers de ma mère, entre autres choses. Marguerite a un don ou une malédiction selon le point de vue. Elle perçoit les échos du passé, les traumatismes qui marquent les lieux et les âmes. Depuis la mort de sa mère, cette capacité s'est amplifiée au point de devenir insupportable. Jean-Baptiste s'approcha de sa fille et lui caressa doucement le front. « Ma petite fille » murmura-t-il. « Papa est là. » Marguerite ne réagit pas, mais Maria crut voir une larme couler sur sa joue. Au cours des jours suivants, Maria observa Élise travailler. La femme des montagnes possédait des connaissances extraordinaires, qui dépassaient largement ce que Gratiana avait pu enseigner à sa fille. Elle connaissait des plantes que Maria n'avait jamais vues, préparait des remèdes complexes selon des méthodes qui semblaient venir d'un autre âge. « Où avez-vous appris tout cela ?» demanda Maria un soir, alors qu'elles préparaient ensemble une infusion pour Marguerite. « Ma grand-mère me l'a enseigné, » répondit Élise. « Et sa grand-mère le lui avait enseigné. Cette connaissance remonte à des siècles, peut-être des millénaires. Elle existait avant que les hommes décident qu'il fallait brûler celle qui la possédait. Vous ne craignez pas l'Inquisition ?» Élise eut un sourire amer. L'Inquisition espagnole n'a pas de pouvoir ici, et l'Église française est plus pragmatique. Tant que je ne défie pas ouvertement leur autorité, ils me laissent tranquille. Les gens ont besoin de mes services, surtout dans ces régions isolées où les médecins ne viennent jamais. Mais Maria sentait que la situation était plus complexe qu'Élise ne voulait l'admettre. Elle remarquait les regards inquiets que la femme jetait parfois vers la forêt, comme si elle s'attendait à voir surgir des ennemis. Un soir, Jean-Baptiste était parti au village le plus proche chercher des provisions, et les deux femmes se retrouvèrent seules avec Marguerite. L'état de la jeune fille semblait empirer. Elle gémissait dans son sommeil, prononçant des mots incohérents dans plusieurs langues. « Elle parle basque » observa Maria, étonnée. « Et latin aussi. Comment est-ce possible ?» « Les âmes en détresse parlent toutes les langues, » répondit Élise. « Votre mère lui parle, Maria. Elle essaie de lui transmettre un message. »« Ma mère? Mais c'est impossible !» Élise la regarda avec compassion. « Votre mère n'est pas partie paisiblement. Elle est morte dans la colère et l'injustice. Son esprit cherche encore la vérité, la justice. Marguerite l'aperçoit parce qu'elle est sensible à ses appels. » Cette nuit-là, Maria fut réveillée par des cris. Marguerite s'était dressée dans son lit, les yeux grands ouverts, mais ne voyant manifestement rien de ce qui l'entourait. « Les hommes arrivent !» criait-elle en français. « Ils viennent pour la sorcière, ils ont des torches, des cordes. Élise, fuyez, fuyez maintenant !» Élise se précipita vers la fenêtre et scruta l'obscurité de la forêt. Au loin, entre les arbres, des points lumineux bougeaient lentement vers la cabane. « Merde !» jura-t-elle. « Elle a raison. Ils arrivent. »« Qui arrive ?» demanda Maria, le cœur battant. « Les chasseurs de sorcières. J'aurais dû m'en douter. Quelqu'un m'a dénoncé. » Élise se mit à rassembler frénétiquement ses affaires les plus précieuses. Quelques livres, des fioles de remèdes rares, une bourse contenant ses économies. « Il faut partir, dit-elle. Tous ensemble. Jean-Baptiste va revenir demain,
Il comprendra que nous avons dû fuir. Où pouvons-nous aller? Je connais des refuges dans la montagne, mais d'abord, il faut soigner Marguerite. Elle ne survivra pas au voyage dans son état. Élise s'approcha de la jeune fille et posa ses mains sur ses tempes. Elle ferma les yeux et commença à murmurer quelque chose dans une langue que Maria ne reconnut pas. Progressivement, Marguerite se calma, sa respiration se régularisa et elle sembla sombrer dans un sommeil plus paisible. « Qu'avez-vous fait ?» chuchota Maria. « Je l'ai aidé à fermer temporairement sa perception. C'est dangereux, mais nous n'avons pas le choix. » Elles portèrent Marguerite jusqu'à l'arrière de la cabane, où Élise avait aménagé une sortie secrète qui donnait directement dans la forêt. Les lumières approchèrent rapidement, et on pouvait maintenant entendre les voix des hommes qui les traquaient. « Élise la sorcière !» cria une voix forte. « Au nom de la justice divine, nous venons vous arrêter. Sortez et rendez-vous. » Élise ricana amèrement. « La justice divine !» Toujours les mêmes mots pour justifier leur crime. Elles s'enfoncèrent dans la forêt, Marguerite portée à tour de rôle par les deux femmes. Derrière elle, la cabane d'Élise était maintenant entourée par une vingtaine d'hommes armés de torches et d'épées. Le chef du groupe, un homme roux aux yeux fanatiques, donna l'ordre de fouiller la maison. « Elle n'est pas là, capitaine Bertrand », rapporta un de ses hommes après quelques minutes. « Alors brûlez tout », ordonna Bertrand. « Et que cette maison maudite ne serve plus jamais de refuge aux démons. » Les flammes s'élevèrent rapidement, consumant des années de savoir et de tradition. Depuis leur cachette dans les rochers, à plusieurs centaines de mètres, Maria et Élise regardaient leur refuge partir en fumée. « Ils détruisent tout », murmura Maria, les larmes aux yeux. « Comme ils ont détruit ma mère, comme ils détruisent tout ce qui les dérange. » Élise serra les poings, ses yeux verts brillant d'une colère froide. « Ils croient pouvoir éteindre la connaissance en brûlant nos maisons, en nous tuant. Mais ils se trompent. Chaque mort innocente nourrit la terre de sa rage. Chaque injustice creuse un sillon plus profond dans la mémoire du monde. » Elle se tourna vers Maria, et dans ses yeux, la jeune Basque vit quelque chose qui la glaça. Une détermination absolue, presque inhumaine. « Votre mère vous a-t-elle jamais parlé des anciennes malédictions ?» demanda Élise. Elle disait que les mots avaient un pouvoir, surtout quand ils étaient prononcés dans la douleur et la vérité. Elle avait raison. Et ce soir, Maria de Hiriart, nous allons prononcer des mots qui résonneront pendant des siècles. Élise posa Marguerite sur un lit de mousse, la jeune fille respirant paisiblement malgré le chaos qui l'entourait. Puis, elle se dirigea vers un rocher plat qui dominait la vallée et commença à tracer des symboles étranges avec une pierre pointue. « Que faites-vous » demanda Maria, inquiète. « Je fais ce que votre mère n'a pas eu le temps de faire complètement. Je scelle notre vengeance dans la pierre et dans le temps. » Élise leva ses bras vers le ciel étoilé et se mit à réciter quelque chose dans cette langue ancienne que Maria avait entendue plus tôt. Sa voix portait dans la nuit et, étrangement, les chasseurs en contrebas semblèrent ne pas l'entendre, trop occupés à célébrer leur victoire. Aux forces anciennes qui habitaient cette terre depuis le commencement des temps, psalmodia Élise, sa voix maintenant audible pour Maria. Écoutez le cri de celles qui sont persécutées injustement. Par le sang de Graciana de Hiriart et de ses sœurs, par la fumée qui s'élève de ma maison, par les larmes de tous les innocents que ces hommes ont fait couler. Une brise étrange se leva, faisant danser les flammes en contrebas et murmurant dans les branches des sapins. Je lis leur sort au nôtre. Que ceux qui détruisent la sagesse soient détruits par leur propre ignorance. Que ceux qui sèment la peur récoltent la terreur. Que leurs descendants portent le poids de leurs crimes jusqu'à ce que justice soit rendue. La terre sembla trembler légèrement sous leurs pieds, ou peut-être était-ce seulement l'imagination de Maria, bouleversée par l'intensité du moment. Et vous, ô terre du Jura, ô montagnes des Pyrénées, souvenez-vous, gardez en votre sein le souvenir de ces injustices, que chaque pierre témoigne, que chaque arbre murmure notre histoire. Un jour viendra où les hommes chercheront la vérité, et alors révélez-leur ce qui s'est passé ici. Élise laissa retomber ses bras, épuisée par l'effort. Elle chancela, et Maria la rattrapa de justesse. « C'est fait », murmura Élise.
La malédiction est scellée. Elle dormira peut-être pendant des siècles, mais elle ne mourra jamais. En contrebas, les hommes de Bertrand commençaient à se disperser, satisfaits de leur œuvre de destruction. Ils ne savaient pas qu'au-dessus d'eux, deux femmes venaient de prononcer leur propre arrêt de mort, différé dans le temps, mais inéluctable. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui adore les contes d'horreur. Zugarramurdi, octobre 2023. 4 siècles plus tard, la terre avait gardé sa mémoire. Le petit village de Zugarramurdi était maintenant une destination touristique, célèbre pour son musée des sorcières et ses grottes mystérieuses. Les anciens habitants, témoins des tragédies de 1609, étaient depuis longtemps retournés à la poussière, mais les pierres se souvenaient. Docteur Antoine Dubois, professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne, garait sa voiture de location devant l'hôtel rural Aquelarre. À 42 ans, cet homme aux cheveux châtains grisonnants et aux yeux bruns perçants derrière ses lunettes sans monture était reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes européens de l'Inquisition. Il était venu à Zugarramurdi pour finaliser ses recherches sur les procès de sorcellerie, dans le cadre d'un livre qui devait paraître l'année suivante. « Bonjour, monsieur Dubois », l'accueillit Elena Echeverria, la propriétaire de l'hôtel, une femme d'une 50aine d'années, aux yeux noisettes et au sourire chaleureux. « Votre chambre est prête. Vous comptez rester combien de temps ? » « 1 semaine, peut-être plus, » répondit Antoine dans son espagnol correct, mais teinté d'accent français. « Je dois examiner les archives paroissiales et visiter les grottes, bien sûr. » Elena hocha la tête. « Si vous avez besoin d'un guide, mon neveu Miquel connaît très bien la région. Il étudie l'histoire à l'université de Pampelune. » Ce soir-là, dans sa chambre aux poutres apparentes, Antoine étalait ses documents sur le petit bureau de chêne. Il avait passé des années à reconstituer l'histoire de Graciana de Iriarte et de ses compagnes, consultant les archives de l'Inquisition à Simancas, les registres paroissiaux, les chroniques de l'époque. Son travail était minutieux, passionné, mais quelque chose le troublait dans cette affaire. Les témoignages ne collaient pas parfaitement. Trop de détails étranges, trop de coïncidences troublantes. Et puis, il y avait cette phrase dans le rapport final de l'inquisiteur Mendizábal qui l'intriguait depuis des mois. La principale accusée a prononcé des paroles de malédiction qui ont glacé d'effroi tous les témoins présents. Quelles paroles! Mendizábal n'en disait pas plus. Mais Antoine avait la conviction que ces mots étaient la clé de toute l'affaire. Le lendemain matin, il se rendit au musée des sorcières, un bâtiment moderne construit pour commémorer les victimes de 1609. La directrice, Dr Carmen Irigoyen, une historienne locale de son âge, l'accueillit chaleureusement. « Monsieur Dubois, quel honneur de vous rencontrer. J'ai lu tous vos articles sur l'Inquisition. Votre analyse des procès de Logrogno est remarquable. » « Merci, Dr Irigoyen. J'espère que vous pourrez m'aider. Je cherche des informations sur les dernières paroles de Graciana de Iriarte. Les archives officielles sont étonnamment muettes à ce sujet. » Carmen le conduisit dans les réserves du musée, où étaient conservés des documents et des objets liés au procès. « En fait, nous avons quelque chose qui pourrait vous intéresser. Un manuscrit découvert il y a seulement 10 ans dans le mur d'une vieille maison du village. » Elle sortit d'un coffre-fort un document jauni protégé par une chemise transparente. C'est le témoignage d'un certain Domingo Echeverria, assistant de l'inquisiteur Mendizábal. Il l'a rédigé en secret, sans doute rongé par les remords. Antoine chaussa ses lunettes de lecture et examina le manuscrit. L'écriture était serrée, nerveuse, celle d'un homme tourmenté. Il traduisit à voix haute. Ce que j'ai vu et entendu ce jour-là hante mes nuits. Graciana de Iriarte, au moment où les flammes ont commencé à monter, a levé son visage vers le ciel et a prononcé des mots dans une langue que je n'avais jamais entendue. Mais tous ceux qui étaient présents ont compris leur signification comme si ces paroles s'imprimaient directement dans nos esprits. Antoine s'interrompit, troublé. « Il continue ?» Carmen hocha la tête. « Lisez la suite, c'est inquiétant. Elle a dit que cette terre se souvienne de notre innocence et de votre crime, que nos âmes errantes
trouve la paix seulement quand la vérité sera révélée, et que ceux qui chercheront cette vérité soient les instruments de notre vengeance. Puis elle a ajouté quelque chose qui m'a glacé le sang. Nous reviendrons. Pas dans cette vie, mais dans une autre. Et alors, justice sera rendue. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Antoine sentit un frisson inexplicable parcourir son échine. Docteur Irigoyen, avez-vous remarqué des phénomènes étranges dans la région? Des événements inexpliqués liés aux grottes? Carmen hésita. Pourquoi cette question? Simple curiosité professionnelle. Dans mes recherches, j'ai remarqué que les lieux de tragédie historique conservent parfois, disons, une atmosphère particulière. Eh bien, dit Carmen en baissant la voix, il y a eu quelques incidents ces dernières années. Des touristes qui se sont perdus dans les grottes malgré les balisages, qui juraient avoir entendu des voix les appelant plus profond dans les tunnels. Et puis, il y a eu cette affaire l'année dernière. Quelle affaire? Un groupe de jeunes Français, des étudiants en histoire, je crois, sont venus faire des recherches sur les procès de sorcellerie. Ils voulaient passer une nuit dans les grottes pour ressentir l'atmosphère, selon leurs termes. Nous avons refusé, bien sûr, mais ils y sont allés quand même. Antoine se pencha vers elle, captivé. Que s'est-il passé? On les a retrouvés le lendemain matin, errant dans les montagnes, complètement désorientés. Ils ne se souvenaient de rien, mais l'un d'eux, une jeune fille, n'arrêtait pas de répéter un nom, Graciana. Elle disait qu'une femme l'avait appelée, qu'elle lui avait montré des images terribles. Antoine sentit son pouls s'accélérer. Où sont-ils maintenant, ces étudiants? Repartis en France, je suppose, mais l'un d'eux a laissé ses coordonnées. Il voulait revenir avec une équipe plus importante pour faire des investigations paranormales. Nous n'avons plus eu de nouvelles. Ce soir-là, Antoine ne parvenait pas à se concentrer sur ses recherches. L'histoire de ses étudiants français l'obsédait. Il décida d'aller faire une promenade nocturne vers les grottes, espérant que l'air frais l'aiderait à clarifier ses pensées. Le sentier qui menait aux grottes était bien balisé, éclairé par des lampadaires solaires installés par la municipalité pour les touristes. Mais à mesure qu'Antoine s'éloignait du village, l'éclairage se faisait plus rare, et bientôt il ne fut plus guidé que par la lueur de sa lampe de poche. La grotte s'ouvrait devant lui comme une bouche béante. Un panneau explicatif, en plusieurs langues, racontait l'histoire des sorcières de Zugarramurdi et invitait les visiteurs à respecter le lieu de mémoire. Antoine franchit l'entrée et s'enfonça dans les tunnels. Le ruisseau du diable coulait toujours, ses eaux noires reflétant la lumière de sa lampe. Le bruit de l'eau résonnait étrangement dans les cavités, créant des échos qui semblaient presque former des mots. Antoine s'arrêta et tendit l'oreille, mais il n'entendait que le murmure constant du courant. Il atteignit la salle principale, là où, selon la légende, se déroulaient les sabbats de sorcières. L'endroit était spacieux, avec un plafond voûté naturel et des formations calcaires qui projetaient des ombres fantasmagoriques. Antoine dirigea sa lampe vers les parois et remarqua quelque chose d'étrange. Des marques sur la roche, pas des graffitis modernes, mais quelque chose de plus ancien. Il s'approcha et distingua des symboles gravés dans la pierre, presque effacés par les siècles. Ils ressemblaient aux motifs qu'il avait vus dans certains manuscrits de sorcellerie, mais avec une particularité, ils semblaient avoir été tracés avec du sang. Antoine sortit son appareil photo pour documenter sa découverte, mais étrangement, les flashs ne révélaient rien. Les symboles, pourtant visibles à l'œil nu, n'apparaissaient pas sur les clichés. Curieux, marmonna-t-il. C'est alors qu'il entendit quelque chose qui le fit se figer. Une voix de femme, lointaine et déformée par l'écho, qui semblait venir des profondeurs de la caverne. « Antoine !» Il se retourna brusquement, balayant l'obscurité avec sa lampe. Personne. « Il y a quelqu'un ?» appela-t-il en français, puis en espagnol. Silence. Puis à nouveau plus distinctement. « Antoine, tu es venu chercher la vérité. » Cette fois, il était sûr. Quelqu'un lui parlait, quelqu'un qui connaissait son nom. Mais comment était-ce possible? Il n'avait dit à personne qu'il venait ici ce soir. « Qui êtes-vous? Montrez-vous. » « Je ne peux pas me montrer. »
Oh, pas encore, mais je peux te parler, te guider. La voix semblait venir de partout à la fois, portée par les courants d'air de la caverne. Tu cherches la vérité sur Graciana, sur nous toutes. Nous attendons depuis si longtemps que quelqu'un écoute vraiment. Antoine sentit ses mains trembler. Son esprit rationnel lui disait qu'il était victime d'une hallucination, peut-être causée par l'atmosphère confinée de la grotte ou par son immersion trop profonde dans ses recherches. Mais une partie plus primitive de son cerveau était convaincue qu'il assistait à quelque chose d'impossible. « Vous êtes Graciana ?» demanda-t-il, se sentant ridicule. « Je suis ce qui reste d'elle, et de toutes les autres. Nos âmes sont liées à cette terre, à cette caverne où on nous accusait de servir le diable. Ironique, n'est-ce pas ?» Antoine s'appuya contre la paroi rocheuse, tentant de reprendre ses esprits. « Que voulez-vous de moi? Raconte notre histoire, la vraie histoire, pas celle des bourreaux, celle des victimes. Mais attention, Antoine, la vérité a un prix. » Quel prix? Mais la voix ne répondit plus. Antoine attendit de longues minutes dans le silence, puis finit par remonter vers la sortie. Arrivé à l'extérieur, il aspira l'air frais de la nuit avec soulagement. Hallucination, se dit-il fermement, stress et surmenage. Mais en rentrant à l'hôtel, il ne put s'empêcher de jeter des regards inquiets par-dessus son épaule, avec l'impression persistante d'être suivi. Cette nuit-là, Antoine fit des rêves troublants. Il se voyait dans la grotte, mais à l'époque de Graciana. Il assistait aux réunions de femmes, voyait leurs visages innocents, entendait leurs conversations sur les plantes et les remèdes. Puis la scène changeait brutalement. Les soldats de l'Inquisition faisaient irruption, arrêtèrent les femmes, les emmenaient enchaînées. Il se réveilla en sursaut, trempé de sueur. Sa chambre était plongée dans l'obscurité, mais il avait l'impression qu'une présence se tenait debout au pied de son lit. « Qui est là ?» murmura-t-il. Aucune réponse, mais l'impression persistait. Antoine alluma sa lampe de chevet et inspecta la chambre. Rien d'anormal, mais sur sa table de travail, il remarqua quelque chose d'étrange. Ses documents avaient été déplacés. Plus précisément, ils avaient été triés, classés différemment, comme si quelqu'un avait voulu attirer son attention sur certains passages. Le témoignage de Domingo Echeverria était ouvert à une page qu'Antoine n'avait pas lue attentivement. Il s'approcha et lut « La fille de Graciana, Maria, a disparu du village après l'exécution. Certains disent qu'elle s'est enfuie vers la France. D'autres murmurent qu'elle a rejoint une sorcière des montagnes du Jura, une certaine Élise que l'on appelle la dernière. Si c'est vrai, Dieu nous protège, car ces deux femmes ensemble pourraient déchaîner des forces que nous ne comprenons pas. » Antoine sentit un frisson le parcourir. Élise du Jura. Il avait déjà entendu ce nom quelque part. Il fouilla dans ses dossiers et retrouva une référence marginale dans un rapport de l'Inquisition française daté de 1612. Élise Moreau, dite la sorcière du Jura, recherchée pour pratiques magiques et commerce avec le démon, a échappé aux autorités en 1612 après l'incendie de son refuge, considérée comme très dangereuse. Deux histoires qui se rejoignaient, deux femmes liées par la tragédie et peut-être par quelque chose de plus profond. Antoine sentait qu'il tenait là le fil conducteur de son enquête, mais aussi qu'il s'aventurait dans des eaux bien plus troubles qu'il ne l'avait imaginé. Le lendemain matin, Elena Echeverria le trouva en train de boire son café sur la terrasse, les yeux rougis par le manque de sommeil. « Vous avez mal dormi, monsieur Dubois? Vous avez l'air... » « Préoccupé, oui. Dites-moi, Elena, avez-vous déjà entendu parler d'Élise du Jura ?» Elena fronça les sourcils. « Non, pourquoi? Et ce groupe d'étudiants français dont parlait Dr Irigoyen hier, vous n'auriez pas leurs coordonnées, par hasard? Je peux me renseigner auprès de Carmen, mais pourquoi cet intérêt soudain ?» Antoine hésita. Comment expliquer qu'il avait peut-être entendu la voix d'une femme morte il y a 4 siècles, que ces documents se réorganisaient tout seuls pendant son sommeil? Disons que j'ai découvert des connexions intéressantes dans mes recherches. Ces étudiants pourraient m'aider à les vérifier. Elena acquiesça, mais Antoine vit dans ses yeux qu'elle n'était pas entièrement convaincue par son explication.
Dans un petit village comme Zugarramurdi, les secrets étaient difficiles à garder, et elle avait sans doute remarqué son comportement étrange. Plus tard dans la matinée, Carmen Irigoyen lui téléphona avec les informations qu'il cherchait. « L'étudiant qui m'a laissé ses coordonnées s'appelle Thomas Dubois. Oh, comme vous, c'est peut-être de la famille ?» Antoine faillit lâcher son téléphone. « Dubois, vous êtes sûr ?»« Certaine. Thomas Dubois, étudiant en master d'histoire à Lyon. Voici son numéro. » Antoine nota les coordonnées d'une main tremblante. Un autre Dubois, venu enquêter sur la même affaire. Coïncidence. Il ne croyait plus aux coïncidences. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Lyon, France. Quelques jours plus tard, Thomas Dubois vivait dans un petit appartement du 7e arrondissement de Lyon, près de l'université Jean Moulin, où il préparait son master d'histoire médiévale. À 24 ans, ce jeune homme aux cheveux noirs et aux yeux bruns intenses ressemblait étonnamment à Antoine, bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés. Quand son téléphone sonna ce matin-là et qu'une voix inconnue lui dit « Bonjour, je suis Antoine Dubois, professeur à la Sorbonne, et je crois que nous avons beaucoup de choses en commun. » Thomas pensa d'abord à une plaisanterie. « Très drôle, » répondit-il. « Qui est-ce vraiment ? Je vous assure que je ne plaisante pas. Vous êtes bien Thomas Dubois, étudiant à Lyon, et vous avez visité Zugarramurdi l'année dernière, avec un groupe d'amis ?» Thomas se redressa dans son lit. « Comment savez-vous ça ? Parce que j'enquête sur la même affaire que vous. Les procès de sorcellerie de 1609, Graciana de Iriar, les événements étranges dans les grottes. J'ai obtenu vos coordonnées par le musée de Zugarramurdi. » Thomas se leva et se dirigea vers son bureau, où s'entassaient des documents sur les procès de l'Inquisition. Depuis son retour de Zugarramurdi, il était obsédé par cette histoire, incapable de se concentrer sur autre chose. « Monsieur Dubois, c'est ça ? Vous dites que vous êtes professeur à la Sorbonne ? » « Exactement, et j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Vous et vos amis avez vécu quelque chose dans ces grottes, n'est-ce pas ?» Thomas hésita. Depuis 1 an, il essayait d'oublier cette nuit terrifiante, mais sans succès. Les cauchemars le réveillaient régulièrement, et parfois, il entendait cette voix de femme qui l'appelait par son nom. « D'accord, dit-il finalement, mais pas au téléphone. Venez à Lyon, nous pourrons parler tranquillement. » 2 jours plus tard, Antoine prenait le TGV pour Lyon. Le voyage lui donna le temps de réfléchir aux événements étranges des derniers jours. Depuis sa visite nocturne dans les grottes de Zugarramurdi, sa vie avait pris une tournure inexplicable. Il trouvait des documents dans ses affaires qu'il était sûr de n'avoir jamais vus, recevait des appels téléphoniques où personne ne répondait, et surtout, il faisait des rêves d'une précision troublante sur les événements de 1609. Thomas l'attendait à la gare de Lyon-Pardieu. Antoine fut frappé par leur ressemblance physique, mais aussi par quelque chose de plus subtil, la même intensité dans le regard, la même gestuelle nerveuse quand ils étaient concentrés. « Vous avez vraiment une tête de Dubois », plaisanta Thomas en lui serrant la main. « C'est exactement ce que j'allais dire. Avez-vous fait des recherches généalogiques sur votre famille ?»« Un peu. Mon arrière-grand-père était originaire de Franche-Comté, du côté du Jura. Et vous ?» Antoine sentit son sang se glacer. « Mon arrière-arrière-grand-mère également. Elle s'appelait Marguerite Moreau. » Ils se regardèrent en silence, la même pensée traversant leurs esprits. Marguerite Moreau, la fille de Jean-Baptiste, celle qui avait été soignée par Élise dans les montagnes du Jura en 1612. « Ce n'est pas possible, » murmura Thomas. « Vous croyez que nous sommes descendants des mêmes personnes ? Ça expliquerait beaucoup de choses. » Thomas conduisit Antoine jusqu'à son appartement où l'attendaient ses 3 compagnons de l'expédition de Zugarramurdi. Camille Rousseau, 23 ans, étudiante en anthropologie. Marc Lefebvre, 25 ans, doctorant en psychologie. Et Sophie Blanchard, 22 ans, étudiante en lettres classiques. Quand ils furent tous réunis dans le petit salon de Thomas, une atmosphère étrange s'installa. Antoine observait ces jeunes gens et sentait qu'ils avaient tous été marqués par leur expérience. Camille avait des cernes sous ses yeux verts.
Marc se mordait nerveusement les ongles et Sophie sursautait au moindre bruit. « Racontez-moi ce qui s'est passé là-bas » demanda Antoine. Thomas échangea un regard avec ses amis, puis commença son récit. « Nous étions venus à Zugarramurdi, dans le cadre de nos recherches sur l'Inquisition. Moi sur les procès de sorcellerie, Camille sur les traditions populaires basques, Marc sur la psychologie de masse dans les persécutions religieuses et Sophie sur la littérature de l'époque. Nous voulions passer une nuit dans les grottes, poursuivit Camille, sa voix légèrement tremblante, pour comprendre l'atmosphère, ressentir ce que ces femmes avaient pu éprouver. Les autorités locales ont refusé, ajouta Marc, mais nous y sommes allés quand même, vers minuit. Et alors ? Encouragea Antoine. Sophie prit la parole, ses mains tremblant légèrement. Au début, rien d'anormal. Nous avions nos lampes, nos appareils d'enregistrement, nos caméras. Nous nous sommes installés dans la salle principale et nous avons commencé à, disons, à invoquer l'esprit du lieu. Invoquer comment ? Nous avons lu les noms des femmes condamnées, expliqua Thomas. Graciana de Iriarte, Catalina de Irigoyen, Inès de Galareta. Nous pensions que c'était un hommage, une façon de leur rendre justice. C'est alors que les choses ont commencé à devenir étranges, continua Camille. Nos appareils ont commencé à dysfonctionner. Les caméras s'éteignaient toutes seules, les enregistreurs produisaient des sons parasites. Et puis nous avons entendu les voix, dit Marc le regard dans le vague. Des femmes qui parlaient de basque, puis espagnol, puis français. Elles semblaient nous appeler par nos noms. Antoine se pencha vers eux. Vos noms ? Toutes vous appelaient ? Non, répondit Sophie. Elle s'adressait principalement à Thomas. Elle disait qu'elle l'attendait. Thomas hocha la tête, visiblement mal à l'aise. Une voix, en particulier. Elle disait s'appeler Graziana. Elle me parlait comme si elle me connaissait depuis longtemps, comme si j'étais quelqu'un qu'elle attendait de revoir. Que vous a-t-elle dit exactement ? Mon enfant, tu es enfin revenu. Tu es venu chercher la vérité, et tu la trouveras, mais attention au prix à payer. Le sang appelle le sang, et les âmes en peine ne connaissent pas le repos. Antoine sentit un frisson familier le parcourir. Ces mots ressemblaient étrangement à ceux qu'il avait entendus dans la grotte quelques jours plus tôt. Continuez. Ensuite, les choses sont devenues terrifiantes, reprit Camille. Nous avons commencé à voir des formes dans l'obscurité, des femmes en robe blanche qui se déplaçaient entre les stalactites. Et puis, elle s'interrompit, visiblement bouleversée. Puis nous avons vu le bûcher, termina Marc à sa place, pas dans la grotte, mais comme si nous étions transportés ailleurs, dans le passé. Nous assistions à l'exécution de Graciana et des autres. Nous entendions leurs cris, nous sentions l'odeur de la fumée. C'était si réel, murmura Sophie. Je voyais les visages des bourreaux, j'entendais les prières que récitait Graciana avant de mourir. Et puis, plus rien, conclut Thomas. Nous nous sommes réveillés le lendemain matin dans les montagnes, à plusieurs kilomètres des grottes, sans aucun souvenir de la façon dont nous y étions arrivés. Antoine écoutait ce récit avec une fascination mêlée d'effroi. Les parallèles avec sa propre expérience étaient troublants. Depuis cette nuit-là, continua Thomas, nous avons tous été changés. Nous faisons des rêves identiques. Nous entendons parfois cette voix qui nous appelle. Et nous avons découvert des choses sur nos familles, des coïncidences troublantes. Quel genre de coïncidence ? Camille sortit une chemise de documents. Nous avons fait des recherches généalogiques. Marc descend d'une famille de Franche-Comté, comme Thomas. Sophie a des ancêtres dans les Pyrénées. Et moi, elle hésita. Mon arrière-arrière-grand-mère s'appelait Maria Iriart. Elle était basque. Antoine faillit s'étouffer. Iriarte, comme Graciana de Iriarte, nous pensons que c'était sa descendante. Peut-être même sa fille, celle qui avait disparu après l'exécution. Mon Dieu, murmura Antoine, vous vous rendez compte de ce que cela signifie ? Que nous sommes tous liés à cette histoire, répondit Marc. Tous descendants des protagonistes de 1609 et 1612, comme si nous avions été choisis. Antoine se leva et fit quelques pas dans la pièce, tentant d'organiser ses pensées. « Il faut que je vous raconte mon expérience récente à Zugarramurdi.
Il leur relata sa visite nocturne dans les grottes, la voix de Graciana, les documents qui se réorganisaient seuls dans sa chambre. Quand il eut terminé, un silence pesant s'installa. « Nous devons retourner là-bas », déclara finalement Thomas, « tous ensemble. »« Es-tu fou ?» s'exclama Sophie. « Après ce qui nous est arrivé la dernière fois ?»« Justement, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Ces entités, ces âmes, peu importe comment on les appelle, nous ont choisis pour une raison. Nous devons découvrir laquelle. »« Thomas a raison, » dit Antoine, « mais cette fois nous devons nous préparer. Faire des recherches approfondies, comprendre exactement ce qui s'est passé en 1609 et 1612. » Au cours des jours suivants, ils travaillèrent ensemble comme une équipe d'enquêteurs surnaturels. Antoine mit à leur disposition toutes ses recherches académiques, tandis que les étudiants apportaient leur énergie et leurs compétences techniques. C'est Camille qui fit la découverte la plus troublante. En fouillant dans les archives numériques de la Bibliothèque nationale, elle tomba sur un document qu'Antoine n'avait jamais vu. Le témoignage complet de Maria de Hiriart, rédigé vers 1650, 40 ans après l'exécution de sa mère. « Écoutez ça », dit-elle en lisant sur son ordinateur portable. « Ma mère, Graciana de Hiriart, n'était pas une sorcière au sens où l'entendaient ses bourreaux, mais elle possédait un don, hérité de sa propre mère et des femmes de notre lignée depuis des générations. Elle pouvait parler aux esprits de la nature, comprendre le langage secret des plantes et des pierres. « Continuez », demanda Marc captivé. « Avant de mourir, elle m'a transmis ce don ainsi qu'une prophétie. Elle m'a dit que notre lignée serait dispersée aux 4 vents, mais qu'un jour, nos descendants se retrouveraient pour achever ce qu'elle avait commencé. Que justice serait rendue aux innocents et que la vérité serait révélée au monde. »« Une prophétie, » murmura Sophie, « comme dans les anciennes légendes. »« Mais attendez, » dit Camille, « ce n'est pas tout. Maria parle aussi d'Élise, la femme du Jura qui l'a recueillie. Écoutez, Élise m'a enseigné les secrets anciens que ma mère n'avait pas eu le temps de me transmettre. Elle m'a montré comment lier les âmes à la terre, comment faire en sorte que les morts puissent communiquer avec les vivants. Ensemble, nous avons scellé un pacte. Nos esprits resteraient liés à ces lieux jusqu'à ce que justice soit rendue. Antoine se passa la main dans les cheveux. Un pacte? C'est donc ça. Elles ont vraiment jeté une malédiction, mais pas du tout dans le sens où l'entendait l'Inquisition. Elles ont créé une sorte de pont temporel, un lien entre le passé et l'avenir. Et nous sommes les instruments de ce lien, conclut Thomas. Cette nuit-là, Antoine rêva plus intensément que jamais. Il se trouvait dans une grande salle éclairée par des chandelles où 2 femmes l'attendaient. Il reconnut immédiatement Graciana, telle qu'il l'avait imaginée d'après les descriptions historiques. Une femme d'âge mûr, aux traits nobles marqués par la souffrance, mais aux yeux brillants d'une détermination farouche. L'autre femme était plus jeune, plus grande, avec ses cheveux noirs et ses yeux verts perçants qui ne pouvaient appartenir qu'à Élise du Jura. « Antoine », dit Graciana, sa voix résonnant étrangement dans le rêve, « le temps est venu. Nos descendants se sont retrouvés, comme nous l'avions prévu. »« Que voulez-vous de nous ?» demanda Antoine. « La vérité, » répondit Élise, « que le monde sache ce qui s'est réellement passé, que nos noms soient lavés de l'infamie, que les vrais coupables soient désignés. »« Mais comment ? Les responsables sont morts depuis des siècles. » Graciana sourit, un sourire à la fois triste et terrible. « La justice prend parfois des chemins détournés, mon enfant. Les crimes de l'Inquisition ne se limitent pas à notre époque. Ils continuent sous d'autres formes. L'intolérance, la persécution des innocents, la destruction de la sagesse au nom de l'ignorance. Vous devez retourner à Zugarramurdi, ajouta Élise. Tous ensemble, dans la grotte où tout a commencé. Nous vous montrerons ce qui doit être fait. Et si nous refusons, le sourire de Graciana s'évanouit. Alors nos âmes resteront prisonnières de ces lieux pour l'éternité. Et nos descendants continueront à porter le poids de cette malédiction de génération en génération. Antoine se réveilla avec la certitude qu'il n'avait pas le choix. Le lendemain matin, il appela Thomas. « Nous partons pour Zugarramurdi. Maintenant. Zugarramurdi, 31 octobre 2023.
Il était près de minuit quand Antoine et les 4 étudiants atteignirent l'entrée des grottes de Zugarramurdi. Ils avaient choisi cette date symbolique volontairement, Halloween, la nuit où, selon les traditions ancestrales, le voile entre les mondes était le plus mince. Le village était étrangement silencieux. Même les chiens, habituellement agités la nuit, semblaient s'être tus. Une brume légère flottait entre les maisons de pierre, créant une atmosphère irréelle sous la lumière de la pleine lune. « Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ?» demanda Sophie pour la énième fois, serrant nerveusement son sac à dos. « Il faut en finir » répondit Thomas, avec une détermination qui surprit ses amis. « Ces voix nous hantent depuis 1 an. Si nous ne faisons rien, elles ne nous laisseront jamais en paix. » Antoine avait équipé le groupe du matériel le plus moderne qu'il avait pu trouver. Caméras infrarouges, enregistreurs numériques, détecteurs de champs électromagnétiques, même un radiomètre pour mesurer d'éventuelles variations de radioactivité. Si quelque chose d'extraordinaire se produisait cette nuit, ils voulaient en avoir des preuves scientifiques. Ils pénétrèrent dans les grottes en file indienne, leurs lampes frontales perçant l'obscurité dense des tunnels. Le ruisseau du diable murmurait toujours, mais son bruit semblait différent ce soir, plus musical, presque hypnotique. « Vous entendez ça ?» chuchota Marc. « Quoi ?» demanda Camille. « Le ruisseau ? On dirait qu'il chante ?» Ils tendirent l'oreille. Effectivement, le murmure de l'eau semblait former une mélodie étrange, presque reconnaissable, mais insaisissable. « C'est une berceuse basque » murmura Camille, surprise. Ma grand-mère me la chantait quand j'étais petite. Ils atteignirent la salle principale et installèrent leur équipement. Antoine vérifia que tous les appareils fonctionnaient correctement. Puis, ils formèrent un cercle au centre de l'espace, comme ils l'avaient fait l'année précédente. « Graciana de Iriart » appela Thomas, sa voix résonnant sous les voûtes naturelles. « Élise Moreau, nous sommes venus comme vous nous l'avez demandé. » Au début, rien. Puis, progressivement, l'atmosphère commença à changer. La température chuta de plusieurs degrés en quelques minutes et leurs respirations devinrent visibles. Les détecteurs électromagnétiques d'Antoine se mirent à émettre des signaux erratiques. « Mes enfants !» résonna soudain une voix familière. Graciana se matérialisait lentement devant eux, d'abord comme une forme vaporeuse, puis de plus en plus nette. Elle portait la robe simple d'une paysanne basque du XVIIe siècle, mais son visage rayonnait d'une sérénité qui contrastait avec les tourments qu'elle avait endurés de son vivant. « Vous êtes venus, » dit-elle, un sourire triste sur ses lèvres. « Mes arrière-arrière-petits-enfants et les descendants de ceux qui m'ont aidé. » Élise apparut à ses côtés, plus imposante, ses yeux verts brillants d'une intelligence aiguë. Le moment est venu de révéler la vérité. Antoine essayait de garder son sang-froid malgré l'impossibilité de ce qu'il voyait. Ses appareils enregistraient tout, les variations de température, les anomalies électromagnétiques, même les voix des 2 femmes. « Que voulez-vous que nous fassions ?» demanda-t-il. « D'abord, que vous compreniez, » répondit Graciana. « Nous n'étions pas des sorcières, au sens où l'entendait l'Inquisition. Nous étions les gardiennes d'un savoir ancestral, celui qui unit l'homme à la nature, qui permet de soigner, de guérir, de comprendre les mystères de la vie. Ce savoir existait depuis la nuit des temps, continua Élise. Bien avant le christianisme, bien avant toutes les religions organisées. Il était transmis de mère en fille, de guérisseuse en guérisseuse, préservé malgré les persécutions. Les images commencèrent à se former autour d'eux, comme un film projeté dans l'air. Ils virent des générations de femmes se réunir dans des clairières, dans des grottes, échangeant leurs connaissances sur les plantes, les étoiles, les cycles de la nature. Mais les hommes de pouvoir ont eu peur, reprit Graciana, sa voix maintenant chargée d'amertume, peur de ce qu'ils ne comprenaient pas, peur de perdre leur autorité. Alors ils ont inventé le mythe de la sorcellerie diabolique pour justifier leur persécution. Des milliers de femmes innocentes sont mortes, ajouta Élise, brûlées, noyées, torturées, et avec elles, des millénaires de sagesse sont partis en fumée. Sophie, qui avait retrouvé sa voix, demanda « Mais pourquoi nous ?»« Pourquoi maintenant ?»
Parce que le monde a besoin de cette sagesse, répondit Graciana. Regardez autour de vous, la nature se meurt, empoisonnée par l'ignorance et la cupidité des hommes. Les maladies se multiplient, les âmes sont perdues, les traditions se meurent. Et parce que vous portez en vous notre héritage, ajouta Élise, le sang de celles qui sont mortes pour préserver la vérité. Soudain, la scène changea dramatiquement. La grotte sembla se transformer, et ils se retrouvèrent dans une grande salle remplie de livres, de parchemins, de fioles et d'instruments étranges. C'était comme une bibliothèque du savoir perdu, une accumulation de toutes les connaissances que l'Inquisition avait tenté de détruire. Voici ce que nous avons préservé, dit Graciana. Tout ce que nos bourreaux croyaient avoir anéanti. Antoine s'approcha d'une étagère et tendit la main vers un livre. À sa grande surprise, il put le toucher, le saisir. L'ouvrage était écrit dans un mélange de langues anciennes, mais étrangement, il parvenait à le comprendre. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il. « Dans ce lieu, entre les mondes, les barrières habituelles n'existent pas, » expliqua Élise. « Vous pouvez accéder directement à la connaissance. » Thomas, Marc, Camille et Sophie s'approchèrent également et commencèrent à examiner les documents. Ils contenaient des informations extraordinaires, des remèdes naturels d'une efficacité redoutable, des techniques de guérison qui semblaient défier la médecine moderne, des méthodes de communication avec la nature qui révolutionneraient l'écologie. « Mais il y a une condition, » reprit Graciana, et sa voix se fit plus grave. « Cette connaissance ne peut pas être utilisée à des fins égoïstes ou destructrices. Elle doit servir à guérir, à soigner, à restaurer l'harmonie entre l'homme et son environnement. Et celui qui trahirait cette confiance, ajouta Élise, connaîtrait le même sort que nos persécuteurs. » Les images changèrent encore. Ils virent des scènes d'horreur. L'inquisiteur Mendizábal, mort dans d'atroces souffrances quelques années après les exécutions, rongé par une maladie mystérieuse, le capitaine Bertrand, qui avait brûlé la cabane d'Élise, dévoré par ses propres chiens, les témoins qui avaient menti lors des procès, frappés par des accidents inexplicables. La malédiction que nous avons prononcée, expliqua Graciana, n'était pas un appel à la vengeance aveugle. C'était une loi naturelle. Ceux qui détruisent l'innocence sont détruits par leur propre mal. Mais maintenant, continua Élise, le temps de la vengeance est révolu, le temps de la restauration est venu. Antoine comprenait enfin. Vous voulez que nous transmettions cette connaissance au monde moderne? Exactement. Mais pas n'importe comment. Il faut être prudent, subtil. Le monde n'est pas prêt à accepter brutalement l'existence de ces savoirs. Il faut les intégrer progressivement, les faire accepter par la science officielle. Comment? Vous êtes historien, Antoine. Vous avez la crédibilité académique nécessaire. Présentez d'abord nos remèdes comme des découvertes ethnobotaniques, des traditions populaires qui méritent d'être étudiées scientifiquement. Et nous? Demanda Thomas. Vous continuerez vos études, mais dans de nouveaux domaines. Thomas, tu deviendras anthropologue médical. Marc, tu te spécialiseras en psychologie alternative. Camille, tu étudieras les médecines traditionnelles. Sophie, tu deviendras écrivaine pour transmettre ces histoires au grand public. Mais surtout, ajouta Graciana, vous fonderez des familles et transmettrez ce savoir à vos enfants. La lignée ne doit pas s'interrompre. Soudain, une lumière aveuglante emplit la grotte. Quand elle s'atténua, Graciana et Élise avaient disparu, mais à leur place se trouvait une femme que personne ne reconnut. Plus jeune, avec des traits modernes, elle portait des vêtements contemporains. « Qui êtes-vous » demanda Camille. « Je suis docteur Elena Vasquez » répondit la femme. « Je suis médecin spécialisé en médecines alternatives. Je travaille en secret depuis des années pour préserver et étudier les remèdes traditionnels. Comment êtes-vous arrivé ici? De la même façon que vous. Mes ancêtres étaient originaires de cette région. Graciana m'est apparue en rêve il y a plusieurs mois et m'a dit de venir cette nuit. Antoine réalisa que leur groupe n'était pas complet. D'autres descendants avaient été appelés, d'autres héritiers du savoir ancestral. Nous ne sommes que le début, dit Elena. Dans le monde entier, d'autres personnes reçoivent le même appel.
Une nouvelle génération de guérisseurs se lève, mais cette fois, nous ne serons pas persécutés. Cette fois, nous changerons le monde. La grotte commença à trembler légèrement, et ils sentirent qu'il était temps de partir. Mais avant de quitter les lieux, Antoine eut une dernière vision. Graciana et Élise, enfin apaisées, s'évanouissant dans une lumière dorée, leurs âmes libérées de leur prison terrestre. « Merci », murmura la voix de Graciana, de plus en plus lointaine. « Merci de nous avoir entendus. Maintenant, nous pouvons reposer en paix. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur cette affaire terrifiante. Vous voulez d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez les notifications et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. Rendez-vous dans le prochain cauchemar. 10 ans plus tard, Dr. Antoine Dubois était devenu l'un des ethnobotanistes les plus respectés d'Europe. Son livre « Les guérisseuses oubliées, redécouvrir la sagesse ancestrale » avait révolutionné l'approche académique des médecines traditionnelles. Des laboratoires pharmaceutiques du monde entier s'arrachaient ses découvertes et plusieurs remèdes basques étaient en cours de validation clinique. Thomas dirigeait maintenant un centre de recherche en anthropologie médicale à Lyon, où il étudiait les traditions de guérison de différentes cultures. Marc avait fondé une clinique de psychologie alternative qui connaissait un succès remarquable. Camille parcourait le monde pour documenter les savoirs traditionnels menacés de disparition. Sophie écrivait des romans historiques qui sensibilisaient le public aux persécutions du passé. Elena Vasquez dirigeait une fondation internationale pour la préservation des médecines traditionnelles, discrètement financée par les bénéfices des découvertes d'Antoine. Mais il n'était pas seul. Partout dans le monde, d'autres personnes avaient reçu l'appel. Des médecins en Amazonie redécouvraient les secrets des chamans. Des chercheurs en Chine étudiaient les textes anciens de médecine traditionnelle avec un regard nouveau. Des anthropologues en Afrique documentaient les pratiques des guérisseurs locaux. Une révolution silencieuse était en marche, une révolution qui réconciliait la science moderne avec la sagesse ancestrale. À Zugarramurdi, les grottes étaient devenues un lieu de pèlerinage pour les chercheurs du monde entier. Un centre de recherche international avait été créé, officiellement pour étudier l'histoire de l'Inquisition, mais en réalité pour former la nouvelle génération de guérisseurs. Elena Echeverria, la propriétaire de l'hôtel, ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais elle était fière que son petit village soit devenu un centre d'attraction mondiale. Et parfois, tard le soir, elle entendait encore des murmures venant des grottes, mais maintenant, ils semblaient exprimer la gratitude plutôt que la souffrance. Dans le cimetière du village, une nouvelle stèle avait été érigée. Elle portait les noms de toutes les femmes exécutées en 1609 avec une inscription simple « À la mémoire des innocentes, que leur sagesse éclaire à nouveau le monde ». Et dans les montagnes du Jura, une autre stèle honorait Élise Moreau et toutes celles qui avaient préservé le savoir ancestral au péril de leur vie. La malédiction était brisée, la justice était rendue, et l'humanité avait retrouvé une partie de son âme perdue. Mais cette histoire n'était que le commencement, car dans d'autres lieux, d'autres âmes attendaient d'être entendues, d'autres secrets attendaient d'être révélés. Et la lignée des guérisseurs continuait sa mission, génération après génération, protégeant la sagesse des anciens pour les enfants du futur. La terre se souvenait, et maintenant, elle parlait à nouveau.